Elle a été malheureusement victime de viol par deux hommes en uniforme. Et elle a eu des plaies infectées. Pour le moment, elle fait une septicémie. Elle a 8 ans tout juste. Et comme 40 000 autres femmes, elle a déjà vécu l'atroce. Ah, il y a ta fille. Celui-là. On l'a violée. Elle a une destruction complète de l'appareil génital, de l'appareil digestif, donc les sphincters. Sa vie est en danger? Bon, je pense que oui. Malheureusement, c'est une septicémie. Ça peut, mais nous espérons pouvoir maîtriser. Merci. Au Kivu, on dit que le viol est devenu une arme de guerre qu'utilisent toutes les parties en présence. Cette jeune femme souffre d'une fistule provoquée par la violence d'un viol collectif. Le docteur Mukwege va tenter une longue et difficile opération. Le gynécologue se croyait destiné à donner la vie. Mais aujourd'hui, son occupation principale est de rendre aux victimes féminité et dignité. Toutes acceptent bravement d'être filmées, malgré la honte qui s'attache à leurs conditions. Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans la région. Donc c'est seulement il y a 4 ans que je vis cette situation. Donc c'est une situation tout à fait nouvelle, parce que les lésions que nous voyons, parfois on a du mal à pouvoir s'expliquer comment elles en sont arrivées là. Ce sont vraiment des lésions terribles pour les femmes sur tous les plans. Souvent à la sortie, elle me pose la question, qu'est-ce que je deviendrai? Malheureusement, en fait, souvent aussi, il y a une telle destruction qu'elles n'ont plus de vagin, elles peuvent peut-être avoir une continence urinaire et une continence de matière fécale. Et donc, même leur féminité est volée. Et ça, définitivement. La question que je me pose, quand on tire dans le vagin, quand on met les couteaux dans le vagin, quand on met de bambou dans le vagin, c'est pour quel but? Et surtout lorsqu'on exige assez que la famille assiste à des choses comme ça. Je pense que, bon ben, il faudrait que quelqu'un, peut-être un sociologue qui peut mieux comprendre, puisse moi me faire comprendre, mais j'aimerais que quelqu'un m'explique pourquoi. Je n'ai pas de réponse. Les actes de barbarie commis récemment dans la capitale du Sud Kivu ont été commis par la rébellion du général Nkunda, clairement soutenue par le Rwanda voisin. Plus de 120 viols recensés en 2 semaines. L'armée régulière congolaise a défait les mutins, mais les habitants de la ville vivent dans la hantise d'une nouvelle guerre et craignent les rêves d'expansion de leurs petits mais puissants voisins. Tous les jeunes de la ville manifestent ce 26 septembre pour la paix. Dans ce climat de peur et de guerre larvée, des activistes anti-viol bravent les dangers en désignant les coupables connus. Pour cette femme-ci, elle a 70 ans. Son mari a été tué le jour du viol et elle a été violée le 20 juin par 2 militaires de Laurent Nkunda. Pour celle-ci, elle a 31 ans. Elle a été violée au mois de mai-juin de cette année. Donc, dans 6 de Nkunda. Ici, cette femme-là, elle a été violée 4 fois. Et la dernière fois, c'est le 19 septembre. Au centre Olamé, une institution catholique, on constate que si tous les groupes armés sont coupables de viol, certains le sont plus que d'autres. Tous les témoignages sont consignés soigneusement, que les coupables soient connus ou non.
Cette adolescente a été pendant 1 an esclave sexuelle. Elle a été torturée et forcée de creuser sa tombe. Par bonheur, ces tortionnaires l'ont chassée juste avant la naissance de son bébé. Les coupables sont des Interamwe, des génocidaires rwandais réfugiés au Congo depuis 10 ans. Ils sont accusés de propager volontairement le sida. Aux femmes qu'ils martyrisent et qui ne leur ont rien fait, ils crient leur désir de vengeance. Elles ont des familles. Eux ne sont que d'éternels parias. L'espoir ici est grand qu'un jour une cour pénale internationale juge et punisse au moins les responsables. Au début du fléau, aucune femme n'osait raconter son histoire. Puis, des centres d'alerte et d'écoute comme celui-ci se sont petit à petit mis en place. Les langues se sont déliées, commençant à raconter l'horreur et à donner des détails. Le récit de cette jeune femme si belle et digne, malgré les blessures humiliantes dont elle porte les stigmates, est éclairant. Ces 8 violeurs sont d'anciens militaires hutus rwandais qui s'adonnent au Congo à de lucratives opérations. Mon problème est que je suis victime de soldats du FDLR qui m'ont kidnappée. Des soldats du FDLR. Comment avez-vous su que c'était des ex-soldats rwandais? Je le sens à leur accent. Ils parlent quelle langue? Le rwandais. Expliquez-nous ce qui s'est passé réellement, parce que nous, on n'était pas là. Expliquez-nous leur brutalité, leur méchanceté. Que vous dire d'autre? Ils m'ont violée à plusieurs. Lorsque mon mari est revenu à la maison, il s'est demandé où j'étais partie. On lui a dit que les Interamwe étaient venus piller la maison et m'avaient emmenée. Avec ses amis, il m'a retrouvée. Il est arrivé tout juste au moment où le dernier des soldats venait de me violer. Ils avaient volé notre machette et ils l'ont utilisée pour mutiler mon mari, qui est resté invalide à vie. Comment saviez-vous que le commandant s'appelle Maoro? On connaissait déjà leur nom avant, parce qu'ils écoulaient leur butin volé et leurs minerais au marché public. Les fiches, les dossiers constitués par toutes ces organisations d'appui aux femmes s'accumulent et commencent à livrer, selon elles, un début d'explication. Et c'est que les femmes expliquent que ces viols avec violence sont motivés par une volonté délibérée d'exterminer les populations congolaises à la longue, parce qu'on sait qu'ici chez nous, en Afrique, quand vous voulez atteindre un homme, les hommes disent quand vous voulez l'atteindre, vous passez par sa femme. Alors si on a voulu atteindre les hommes, on est passé par les femmes. Et en passant par les femmes, on a détruit les tissus sociaux, on a détruit les tissus économiques. Parce que la femme représente la force de production chez nous, mais aussi l'élément de cohésion sociale chez nous. Au Congo, les associations féminines sont en effet depuis longtemps l'épine dorsale d'une société à la dérive. Celles-ci sont des femmes rurales, venues souvent de très loin et occupées autrefois par des problèmes d'agriculture, d'enfants, de soins médicaux. Le soin apporté à leur tenue vestimentaire indique l'importance qu'elles accordent à ces réunions. Elles sont décidées à prendre les choses en main. Voilà, donc on ne croise pas les bras. Les femmes à la base essayent de s'organiser, essayent d'agir. Et il y a même des organisations qui utilisent certains avocats pour les plaidoyer, pour la justice. Mais nous avons, je sais pas, on identifie également des cas. On essaie d'avoir une idée générale sur combien de cas de femmes violées. Combien de cas de femmes violées qui sont déjà identifiés ici en province. Et les accusations fusent. On commence à vendre des femmes pour $50 sur certains marchés. Les violeurs sont aussi des Congolais. On viole des garçons et des hommes. Les unes ont vu des choses horribles, d'autres les ont vécues. Nous étions déjà couchés. Les militaires ont tiré mon mari du lit. Ils l'ont tiré de force par terre
puis ils l'ont obligé à coucher avec ses 2 filles, c'est-à-dire nos 2 enfants, qui avaient respectivement 6 ans et 4 ans. Mon mari a catégoriquement refusé de coucher avec ses propres enfants. Il a dit qu'il ne pouvait faire un tel acte avec des enfants qu'il a engendrés. Alors ils lui ont dit « Attends, on va te montrer comment on fait l'amour à une femme. » J'ai compris qu'au lieu de laisser tuer mon mari et mes enfants, comme je n'avais plus aucune force parce qu'ils m'avaient tant battue, je n'avais pas le choix en réalité. Et ils m'ont violée. Guylaine habite à côté de ces forêts où sont tapis les agresseurs. Ils opèrent presque toujours de la même manière. Soit ils descendent pour piller au hasard, soit des mouchards du village leur font savoir que l'un ou l'autre habitant a reçu quelques biens ou de l'argent. Elle cache d'un sourire la terreur qui ne la quitte plus. Mais sa voix ne trompe pas. Son mari, lui, ne l'a pas chassée, mais reste plongé dans une dépression profonde et ne travaille plus. Ils sont contournés la clôture parce qu'ils sont nombreux. De combien? Plus de 30, 20. Parce qu'il y a les autres qui entrent dans la maison et les autres restent à l'extérieur et les autres gardent les voisins pour que les voisins ne puissent pas parler. Vous voyez qu'ils ont, je dis qu'ils sont venus, ils ont passé, ils ont contourné la clôture, ils ont passé vers ici. Et vous saviez qui ils étaient? Vous saviez qui c'était? Il y a les militaires, tous étaient en uniforme. On ne peut pas savoir qui, si c'est les Mudundo, si c'est les Maïmaï, si c'est les Interahamwe, on ne sait pas. Mais ils parlaient les langues rwandaises. Nos vaches, nos chèvres, nos moutons, ils ont pris tout. Ils nous ont dit de dire merci de tout ce qu'ils nous ont fait. Lui, il a dit même au mari que est-ce que tu n'es pas content de ce que nous avons fait. Lui aussi a dit que Dieu vous bénisse seulement. Parce que si vous dites que tu n'es pas content, il vous dit. C'est ce qu'ils sont. Guylaine, qu'est-ce que vous espérez qu'on leur fasse? Moi, je souhaite de nous faire quitter les Interahamwe dans la forêt seulement. Parce que si ces Interahamwe quittent dans la forêt, vraiment, nous pouvons avoir la paix. Nous, les villageois et les villageoises, on peut avoir la paix. Les Interahamwe sont arrivés ici au Kivu 10 ans plus tôt, dans un flot de 2 millions de réfugiés Hutus. Depuis, le chaos n'a jamais cessé dans la région. Pour circuler près de ces montagnes, il vaut mieux être accompagné d'une solide escorte militaire. Grâce à elle, nous passons sans problème les nombreux postes de contrôle installés par l'armée congolaise réunifiée. Elle regroupe aujourd'hui toutes les factions qui se sont combattues. Kinshasa affirme vouloir sécuriser la région et a même envoyé des renforts. Plus on s'approche des repères Interahamwe, plus les femmes sont en danger. Et cette rencontre sur la route montre bien que la sécurité reste un vœu pieux. Ces hommes qui refusent d'être filmés sont des anciens militaires rwandais. Ils circulent en uniforme et en armes, sans que nos accompagnateurs congolais, résignés sans doute, semblent s'en émouvoir. Les Rwandais nous disent avoir faim et prennent calmement le large.
Tous ces Rwandais déclarent vouloir rester au Congo, car leur pays n'est pas une démocratie. Ils craignent surtout d'y être jugés et punis pour crimes de génocide. L'administrateur du territoire ne peut que constater l'inefficacité d'un jeu de cache-cache dont les Congolais font les frais. À la traversée des réfugiés rwandais pour ici, dans notre pays, ils sont venus avec leurs armes. Et ce que vous appelez maintenant ici l'opération turquoise n'a pas pris soin de désarmer. Parce que le réfugié ne peut pas entrer dans un autre pays avec armes. Voilà ce que nous avons déploré au départ. L'armée qui est ici, elle peut sécuriser un peu les populations, mais elle ne peut pas chasser ces Interahamwe. Exactement, parce que chasser les Interahamwe, ils vont quitter Kanyola, mais ils vont se caser quelque part encore à l'intérieur du Congo, et là, ils vont continuer à faire les mêmes gaffes. Pour autant qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Pour autant que la frontière, donc leur pays ne les accepte pas. Même si nous les chassons, ils vont où? Ils vont toujours rester faire des tours à l'intérieur du Congo. Et là où ils vont faire les mêmes gaffes que ceux qu'ils sont en train de commettre ici. Dans des zones comme celle-ci, beaucoup de familles passent la nuit à la belle étoile dans le froid et la pluie. Et ne rentrent chez elles qu'au matin, quand les attaques sont plus rares. Ajoutant encore à la confusion et à la peur, les déplacés du camp de Walungu affirment ne pas vouloir rentrer chez eux. Ils sont convaincus que des Congolais pillent et violent, déguisés en Interahamwe. Des consignes strictes ont été données aux militaires congolais. Le viol et les pillages seront sévèrement punis. Dans ce village, la sécurité est aux mains d'anciens Maï-Maï enrôlés dans la nouvelle armée. Les Maï-Maï, tous congolais, ont une double réputation. Celle d'utiliser des rituels magiques pour se rendre invulnérables au combat, ce qui les rend très cruels. Celle aussi d'être les seuls vrais défenseurs de l'intégrité du pays. Autre particularité, ils ont enrôlé un nombre record d'enfants soldats, garçons et filles. Et à l'évidence, un jour les dirigeants Maï-Maï auront de sérieux comptes à rendre. Dans son centre de Bukavu, Mouna Mourabazi a rendu à la vie civile plus de 600 jeunes venus de tous les groupes en conflit. Il pratique ici une véritable cure de désintoxication destinée à permettre le retour des jeunes dans leur famille, leur village. Mais leur réintégration ne va pas de soi. Ce qu'ils ont vécu, leur ignorance du bien et du mal, constitue pour le Congo une bombe à retardement. Faut-il les punir? Est-il juste qu'ils soient finalement plus aidés que beaucoup d'enfants civils? Ils se disent repentants, mais racontent leur forfait en riant. Est-ce qu'ils ont vu que finalement que certains commandants donnaient des consignes de viol, permettaient le viol? Lui, les commandants, quand les commandants enlevaient les femmes ou bien violaient, et les enfants qui travaillaient avec lui aussi avaient aussi l'autorisation d'aller prendre aussi des femmes ou des filles comme il les voulait. Dis oui, c'est ma sœur Bangapi. Il dit qu'il en a violé aussi 5. Elles avaient quel âge? Il dit qu'il n'était pas connaître l'âge, mais les filles étaient plus âgées et grandes que lui. Et comment elle s'est laissée faire? Lui, il dit qu'il les contraignait aux femmes avec l'arme pour qu'elles acceptent, elles ne pouvaient pas résister. Il dit qu'il a vu même à ses victimes ces bracelets là-bas et qu'il les garde. Est-ce qu'ils ont tous fait ça ici?
On était en train de se promener à la route et puis on rencontre la femme, quelqu'un ou bien une fille. On se force comment on peut faire la relation sexuelle avec elle. Et puis s'il refuse, on le tue directement. Et vous avez tué beaucoup de filles comme ça? Bon, ce n'est pas grave. Hein? Tu veux dire quoi? Bon, on avait tué quelqu'un. Combien de filles comme ça? Combien de filles? Hein? Même 3 filles qui ont refusé. Ils racontent en rien, mais c'est pas ça les rires. C'est parce que dans les groupes armés, on les a initiés à des choses comme étant un jet, comme s'ils étaient à un jet de foot. Nous les amenons à prendre conscience, à dire si c'était votre sœur, si c'était votre mère. Et d'ailleurs, parmi ces mêmes enfants, il y a ceux qui racontent qu'ils sont partis eux-mêmes dans les groupes armés parce qu'ils avaient vécu des situations là où leurs mères ou leurs sœurs ont été violées dans les villages et ils croyaient qu'il allait se venger contre les commandants ou les groupes armés qui ont fait ça. Mais en arrivant là-bas, vu leur état d'immaturité, ils ont même été initiés à faire ce qu'ils dénonçaient avant d'aller dans les groupes armés. Beaucoup de régions congolaises sont plongées dans les mêmes affres. Perte de valeur, déstructuration, éclatement de la société. Au Kivu, on désigne le responsable, mais on se pose néanmoins des questions. Tout est arrivé du Rwanda. Et ça, je n'ai pas peur de le dire parce que les acteurs du génocide ont utilisé cette arme. Et à partir des conflits qui ont ravagé la République démocratique du Congo, ce sont ces mêmes gens qui ont pratiqué ça, qui ont continué à le faire et qui ont contaminé les Congolais. Parce que si vous remontez dans l'histoire, ça n'a pas existé. Il y a 20 ans, ça n'a pas existé. Alors, nous disons, ce sont les pays voisins qui ont contaminé, ce sont les gens des pays voisins qui ont contaminé les Congolais. C'est vraiment quelque chose d'horrible. Vraiment, si cette barbarie n'est pas éradiquée, dans 10 ans, nous pensons que la société congolaise, particulièrement ici à l'Est, ne va plus exister. Mourabazi connaît par le détail les souffrances infinies endurées par les jeunes combattantes hébergées dans son centre. Marie. L'une d'elles vient de donner naissance à une petite fille. Dans le centre, chaque future maman fait l'objet d'attentions toutes particulières pour qu'elles apprennent à aimer l'enfant qu'elles n'ont pas voulu. Mais beaucoup les abandonnent. À leur retour de maternité, les bébés et leurs mamans sont accueillis comme le veut la tradition villageoise. Mais c'était dans une autre vie, dans d'autres temps. Filles et garçons ont partagé les horreurs de la guerre. Alors tous ici participent ensemble à la fête. Ils ont obéi aux ordres des mêmes combattants. Ils doivent, dit Mourabazi, apprendre maintenant à vivre côte à côte, en paix. Toutes ces filles mineures ont été des objets sexuels et sont passées d'un groupe armé à l'autre au gré d'alliances fluctuantes, de fuites, de défaites. Celle-ci dénonce le dernier en date de ces violeurs, un commandant dissident du RCD Goma. Est-ce qu'elle serait prête, sachant maintenant que c'est un crime de guerre, à porter plainte? Elle connaît des noms, hein? Elle dit qu'elle souhaiterait du fond de son cœur que cet homme réponde devant ses actes et son nom c'est Apollinaire Issa. Est-ce que sa famille l'accepte? Unawaza jamaa kuita kuitika ukishakuwa na mtoto. Isa itaniitika lakini
Elle raconte qu'elle pense que sa famille va l'accepter, mais il y aura toujours contre-cœur parce qu'elle leur ramène un enfant dont on ne sait qui est le papa, un enfant d'un ennemi. Pourquoi elle appelle son petit garçon Audace? Audace, du courage. Du courage, Mourabazi en a lui à revendre. Grâce à tous ces témoignages, il a accumulé une somme d'informations explosives, mettant en cause des militaires de toutes les formations jusqu'au plus haut niveau de leur hiérarchie. Une initiative, on le devine, qui n'est pas sans danger. Il a consigné des milliers de noms et de faits dont on pourrait imaginer qu'il les communique aux autorités congolaises. Mais quand vous parlez des autorités congolaises, il s'agit de quel type d'autorité? Parce que ce sont ces autorités-là qui ont utilisé ces enfants. Tous les groupes armés en RD Congo ont utilisé des enfants et continuent de les utiliser. Sur tous les plans, que ce soit sur au front, que ce soit sur le plan sexuel, que ce soit sur le plan physique, ils ont utilisé des enfants. Alors maintenant, chez quelle autorité on va référer cette information? Parce qu'on ne peut pas à la fois être juge, à la fois juge et auteur. L'une des autorités congolaises les plus embarrassées par les questions que nous pourrions nous poser à propos d'impunité est le procureur général de Bukavu. Il consent non sans courage à nous laisser entrer dans la prison centrale où sont logés ensemble civils et militaires. L'auditeur militaire, pourtant concerné au premier chef, n'a pas voulu nous recevoir. Oui, c'est là où les détenus se reposent, mangent. Avant la rébellion de Mkunda en juin 2004, 17 violeurs avérés attendaient ici l'arrivée de juges toujours en rade à Kinshasa. Les mutins ont ouvert les portes et les violeurs ont pris la clé des champs, peut-être des champs de bataille. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire quand même, vous, en tant que procureur, sachant que tous ces crimes sont commis? Ce que je peux faire. C'est avéré, les crimes sont avérés. Mais j'ai fait mon travail, c'est pourquoi je demande qu'on m'envoie les statistiques, les noms. Malheureusement, c'est une infraction qui touche à l'intimité d'une femme. Et souvent, les femmes elles-mêmes ne parlent pas. Mais cela dit, un certain nombre de femmes ont parlé. Et dans ces cas-là, un certain nombre de femmes nous ont dit qu'elles ont déposé plainte. Oui. Oui, c'est que si j'ai une plainte, par exemple, il y a un cas ici de viol, il est là. Vous avez combien de... Un seul. Un seul. Qui a osé parler? L'insécurité règne encore à Bukavu et ceux qui dénoncent tous les crimes de guerre commis au Kivu, y compris les viols, risquent leur vie. Le plus menacé parce que le plus virulent est le vice-gouverneur. Soupçonné de racisme anti-rwandais, Didas Kaningini, nationaliste et ancien président de la société civile de Bukavu, rejette cette accusation. Sa résidence est un véritable camp retranché. Nous recevons par jour une vingtaine de coups de fil anonymes, des gens qui nous en veulent la mort. Ça signifie que c'est très sérieux. Bon. C'est tellement sérieux que ces enfants quittent tous les soirs la résidence pour loger dans un lieu plus sûr. Il faut dire que le vice-gouverneur a décidé de ne pas se laisser intimider. Nous avons un appareil judiciaire qui souffre de beaucoup de maux, la concussion, le trafic d'influence, la corruption, ainsi de suite. Et donc, il nous faut pour nous former une justice qui puisse se mettre à la hauteur des responsabilités qui sont dénoncées. Le grand problème, c'est l'impunité, parce que vous avez
des gens qui occupent des positions très très élevées et qui ont commis de graves cas de violation des droits de l'homme. Je pense qu'il faut une cour spéciale pour le Congo, parce que il n'y a pas de défaite. Vous voyez un tribunal comme le type d'Arusha, on prend les gens, on les amène là-bas. Mais chez nous ici, les acteurs et les auteurs sont au pouvoir. Donc il faut une cour où tout citoyen peut aller dire non, non, le type là, même s'il est au pouvoir, c'est celui qui m'a fait du tort. Et moi je crois que c'est ça qu'il faut pour le Congo. Regard incrédule d'une jeune victime de viol. Depuis quelques mois, des associations d'avocats se mettent gratuitement au service des victimes, quels que soient les violeurs, civils ou militaires. Elle va obtenir la condamnation de ces violeurs, de voisins, et des réparations. Des villageois assoiffés de justice veulent voir dans ce verdict le signe que peut-être, doucement, mais sûrement, la lutte contre l'impunité va commencer. Nema est venue pour nous au tribunal. Elle affronte ainsi en même temps le bonheur de la victoire et la douleur de la stigmatisation. À 5 ans d'SPP, et M. Timanou... En connaissance de cause, les femmes congolaises veulent qu'enfin, on les entende, quel qu'en soit le prix. Alors on vient d'évoquer le problème de l'impunité des auteurs, le fait que ces femmes doivent être soignées physiquement et moralement, et ce sont précisément les objectifs de cette campagne d'Amnesty International que j'évoquais tout à l'heure. Avec nous, le directeur d'Amnesty Belgique, Philippe Hensman, bonsoir. Bonsoir. Alors on vient de parler des violences contre les femmes lors de conflits armés, mais la campagne, elle couvre, si je peux dire, toutes les formes de violence. Oui, il faut savoir que rien qu'en Europe, par exemple, la violence domestique est la première cause de mortalité chez les femmes de moins de 40 ans, donc dans l'Union européenne. Ça montre l'ampleur du phénomène. Et un autre chiffre, en Belgique, 7 viols déclarés par jour. Donc ça montre combien c'est un problème important et qu'il faut prendre à bras le corps. Alors effectivement, on a voulu s'attaquer à ce problème, à la fois dans les conflits armés, mais aussi, je dirais, dans le cadre de la vie privée, si on veut, et de rappeler, d'essayer de faire passer le message comme quoi les droits humains, ça se respecte à l'intérieur du cercle familial aussi, et qu'il y a une série de mesures qui doivent être prises, que ce soit du côté des gouvernements, mais aussi, je dirais, au niveau de l'engagement personnel, au niveau de chacun qui doit faire un effort, qu'on soit un homme ou une femme, pour aider à changer la situation. Alors ça, on va y revenir, mais si vous avez mis la violence contre les femmes au centre d'une campagne d'Amnesty, est-ce que c'est parce que le phénomène est particulièrement criant maintenant, qu'il est amplifié ou... Il est particulièrement criant, et il est clair que dans les situations comme celle qu'on voit au Congo ou au Soudan, où le viol a été aussi utilisé comme arme de guerre de façon assez systématique, c'est clair qu'on a assisté à une dégradation de la situation, et que tous les rapports convergent pour dire il est vraiment temps de bouger. C'est aussi une question, je dirais, de possibilité. C'est valable aussi sur la violence familiale. C'est valable sur la violence familiale. Donc je regardais donc les statistiques de viol en Belgique, elles ont augmenté d'année en année. Alors, vous ne demandez pas de sous. Non. Vous demandez... On en demande toujours un petit peu. Oui, mais enfin, je veux dire, c'est pas l'objectif principal. Vous demandez des lettres de soutien. Voilà, exactement. Et donc, nous sortons tout au long de cette campagne qui va durer plusieurs années des rapports comme celui qu'on a vu ici, mais aussi nous faisons des propositions d'engagement concret des gens en disant je veux soutenir la campagne, voilà ce que je m'engage à faire de mon côté. Et par ailleurs, nous faisons aussi des recommandations au gouvernement, y compris au gouvernement belge, en disant il y a des priorités maintenant à mettre sur la table, à mettre des ressources là-dedans pour aider les femmes qui sont en difficulté. Et dans le cadre de cette campagne, on peut le dire rapidement, il y a aussi toutes sortes d'autres choses. Il y a le disque de Marca. Voilà, un disque qui s'appelle On en a marre. Il y a un dossier pédagogique qui sort. Il y a un concours pour les jeunes qui va commencer maintenant, avec l'aide de la RTBF d'ailleurs, pour essayer de mieux faire comprendre la problématique aux jeunes, parce que c'est dès le plus jeune âge qu'il faut en parler et changer les comportements aussi. Donc il va y avoir beaucoup d'événements qui vont se dérouler dans les mois et les semaines à venir. Très bien, Philippe Hensman, je vous remercie. Je signale que toutes les infos sont disponibles à l'adresse www.amnesty.be. C'est la bonne adresse, hein ? D'accord, merci beaucoup.